Bonsoir à tous. Plus de 240 offres politiques, 6 chapitres, 72 pages, un livre digeste pour les candidats à la présidentielle et pourquoi pas pour le nouveau président de la République. Président ou présidente 3.0, les livres qu'on va ouvrir dans cette émission spéciale avec l'auteur Elhadji Amadou Samba. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Pape Alioune Sarr. Un plaisir d'échanger avec vous sur votre ouvrage. Oui, le plaisir est partagé et je suis heureux d'être là pour parler de cet ouvrage. Vous êtes expert, expert dans plusieurs domaines, mais vous êtes également le coordonnateur du cadre permanent de concertation des caisses des dépôts de l'UMOA. C'est ça, oui. Président 3.0, quelle signification donner au titre de cet ouvrage? Oui, pour le titre, il s'agissait dans ce contexte que nous avons vécu, ce contexte préélectoral, oui. Donc de produire un livre qui est un condensé d'orientation à destination des candidats et des citoyens. Alors nous avons jugé, en tout cas dans mon analyse, qu'il y a eu au Sénégal deux premiers présidents, en l'occurrence les présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, qui ont eu des approches similaires, c'est-à-dire qui sont des socialistes. Ensuite, il y a eu les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall, qui, dans leur approche aussi, donc, sont des libéraux à mon humble avis. Alors, sur ce, pour le prochain président, donc le président qu'il fallait élire en 2024, Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui, qu'on félicite également. Alors, celui-là, il devait avoir d'autres défis. Il devait orienter le Sénégal donc, dans une autre direction, celle du développement durable et responsable, cause pour laquelle nous avons qualifié ce prochain président, en l'occurrence aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye, de président 3.0. Et aujourd'hui, est-ce que ce président 3.0-là peut utiliser ce livre comme un manuel? Parce que ce livre a été écrit dans un contexte préélectoral, avant la campagne électorale. Oui, bien entendu, je répondrai par l'affirmative, dans le sens où, dans ce livre, comme je l'ai dit, le contexte qui prévalait donc, était un contexte où on avait plus de 240 candidats. Bon, c'est vrai que c'est même plus de 260, mais c'était juste pour faire ressortir le chiffre 24. D'autre part, c'est un condensé d'orientation, parce qu'à mon humble avis, oui, le président du Sénégal, le président 3.0, devrait apporter des orientations stratégiques qui permettraient à ce pays de faire un progrès significatif dans tous les domaines. Et d'autre part, il est traité dans ce livre ce qu'on a qualifié de sujets inéluctables, mais aussi des défis à relever. Sur ce, oui, je pense que le président peut s'appuyer en partie ou en totalité sur ce livre, bien entendu, pour les politiques édictées ou à édicter pour le développement du Sénégal. Et parlons du processus électoral. Il y a la caisse de dépôt et de consignation qui a joué également un rôle. Quelle est aujourd'hui son utilité? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agences, etc. Quelle est l'utilité de la caisse de dépôt et de consignation? Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des caisses de dépôt de l'UMOA. Oui. Quelle est l'utilité? Oui, le modèle caisse de dépôt et consignation est un modèle qui a fait ses preuves dans beaucoup de pays. Et qui est, à mon humble avis aussi, le seul modèle d'abord qui est resté contracyclique pendant des siècles. Alors, si nous revisitons l'histoire en faisant la phylogénèse du modèle caisse de dépôt, il est né, bien entendu, certains disent même en France, mais en Chine et en Russie. Mais aujourd'hui, le modèle français, c'est-à-dire la caisse de dépôt et consignation de la France, est un des modèles qui a inspiré en tout cas les caisses de dépôt africaines. Le modèle existe également au Canada, au Brésil, en Italie et en Afrique. La première caisse, c'est la caisse de dépôt et de gestion du Maroc et aujourd'hui toutes les caisses africaines. Alors c'est dire que c'est un modèle contracyclique, c'est-à-dire un modèle qui résiste aux chocs qui sont créés par les crises répétitives dans le monde. D'ailleurs, la caisse de dépôt française existe depuis 1816. Et l'utilité d'une telle institution, c'est de transformer un ensemble de ressources qui lui est confié, qu'on ne lui donne pas définitivement, alors de les fructifier, alors d'utiliser ces ressources-là pour financer le développement dans des secteurs prioritaires qui lui sont souvent définis dans les textes
comme les lois portant création ou d'autres lois qui sont ensuite prises donc pour demander à ces caisses de dépôt-là d'adresser ces secteurs. Et aujourd'hui, quand on voit un peu que ce processus électoral qui a été heurté et inédit, quelle lecture faire de tout le processus électoral et inclut même la caisse de dépôt et consignation, parce que les candidats déclarés étaient venus pour faire un peu le dépôt de leur chèque. À l'affiche, il y avait un peu des photos illustrations. Quelle lecture faire de ce processus électoral inédit et parfois heurté? Oui, au-delà de la caisse de dépôt elle-même, qui est un acteur parmi tant d'autres, oui, je pense que globalement, le processus électoral, aujourd'hui, c'est bien passé. Parce que, comme on le dit, tout est bien qui finit bien. Mais cependant, à la lecture de tout ce qui s'est passé lors de cette période préélectorale, je pense qu'il s'avère nécessaire pour nous, au Sénégal, donc de procéder à des réformes importantes et majeures, donc des réformes institutionnelles pour améliorer davantage donc, le processus électoral. Sûrement, il y a quelques manquements, ou en tout cas des choses, comme je l'ai dit tantôt, à améliorer. Je pense que même le nouveau président en a parlé, donc en parlant d'une CENI, mais aussi il y a d'autres dispositions dans le domaine de la justice qu'il faudrait, à mon humble avis, améliorer, dans le sens où on a même traité cette question dans le livre, en faisant des propositions d'orientation claires en ce qui concerne l'optimisation même des élections. Parce que je pense que de plus en plus, depuis 2021, le Sénégal est dans un tournant avec des élections qui se succèdent. Il y en a même qui se sont tenues en moins de 6 ou 7 mois. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et aujourd'hui, parmi les chantiers, normalement, donc, du nouveau gouvernement, donc oui, il est important de revisiter donc, ce processus électoral dans un souci de l'améliorer et d'être plus efficient. L'une des missions du nouveau président élu, vous l'écrivez dans votre ouvrage, c'est d'améliorer l'indice de développement humain. Pourquoi s'appesantir sur cet aspect-là? Oui, j'ai surtout parlé de l'indice de capital humain. Oui, bien entendu, il faut améliorer aussi l'indice de développement humain, si je ne me trompe, qui est de 0,512 au Sénégal, qui fait du Sénégal 168e sur 189 pays, ce qui n'est pas très fameux. Ça veut dire que le développement humain est faible. Voilà, c'est comme ça qu'on l'interprète. Mais de la même manière aussi, il y a une corrélation directe entre l'indice de capital humain et le développement d'un pays. Alors aujourd'hui, l'indice de capital humain du Sénégal est de 0,42. Ça veut dire qu'on n'a même pas la moyenne. Ce qui signifie que nos États n'investissent pas de manière efficiente dans l'éducation et la santé. Oui, tout le monde sait que l'éducation est un des postes ou le poste budgétaire le plus important de notre budget. Plus de 40% de notre budget. Voilà. Mais il ne suffit pas d'investir. Comme je l'ai dit tantôt, c'est d'investir de manière efficiente. Alors, en interprétant un peu cet indice de capital humain, nous nous rendons compte que les jeunes ou les enfants qui sont nés aujourd'hui risquent de perdre 58% des revenus qu'ils auraient dû gagner à l'âge adulte. Ce qui en ferait une génération encore qui n'aura pas satisfaction et qui sera là avec des problèmes, donc tels que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc je pense que dans toutes les politiques de développement, on parle souvent d'envisager l'avenir des générations donc, à venir. Alors sur ce, il importe, puisqu'il y a une corrélation directe entre l'indice de capital humain et le développement d'un pays, tous les pays qui ont un indice de capital humain qui dépasse 0,68 et autres se sont développés. Tous les pays qui ont un indice de capital humain faible donc, sont en retard. Alors naturellement, les dirigeants de nos pays devraient mettre le curseur sur l'amélioration de l'indice de capital humain. Et cela signifierait d'investir de manière efficiente, je dis bien efficiente, dans l'éducation, en revisitant les curricula, d'autre part, en venant à bout des causes profondes des problèmes que nous avons dans le domaine de l'éducation et de la santé pour un accès à des soins de qualité et à une éducation de qualité. En tout cas, il y a une jeunesse qui est là, qui a soif de changement, une jeunesse qui l'a montré lors de ces scrutins, une jeunesse qui est là également, qui demande de l'emploi, mais avant de l'emploi, il faudra de la formation, une bonne éducation. Est-ce que c'est un défi immense pour le nouveau dirigeant? Oui, tout à fait, c'est un défi, mais je pense que le défi à relever, d'ailleurs dans le livre j'ai cité l'amélioration de l'indice de capital humain comme un défi, et bien entendu, comme je l'ai dit, nous misons sur un développement, à mon avis en tout cas, durable et responsable.
Et quand on parle de responsabilité, il s'agit également de prendre en considération, comme je l'ai dit tantôt, l'avenir des générations actuelles. Oui. Alors, et d'autre part, il faut pouvoir supporter le développement de ce pays. Alors, cela nécessite une amélioration de cet indice de capital humain. Et quand on parle d'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation et la formation à l'école seulement. Oui, il faut peut-être systématiser cette formation, mais au-delà, il faut professionnaliser les daara, par exemple. Oui. Il faut, dans les d'autres domaines, comme on l'appelle l'artisanat, oui. Les métiers autres, la formation professionnelle. Donc, améliorer ces secteurs-là pour permettre à cette jeunesse qui, à juste titre, donc, a des attentes. Oui. Donc, d'autant plus que dans toutes les études, en tout cas, il est démontré que les millennials, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 35 ans, ont des attentes. Et parmi ces attentes, il est bien noté donc, les questions liées à l'emploi, la transparence, entre autres. Donc, l'amélioration de l'indice de capital humain devient pour aller de l'avant. Donc, pour un progrès significatif. Oui. D'autant plus qu'on voit ce qui se passe dans certains secteurs. Aujourd'hui, nous sommes donc à l'ère des technologies, de l'industrialisation, et tout le monde en parle. Alors, il faudrait, par exemple, pour les lycées, c'est un exemple parmi tant d'autres, oui. Avoir plus de lycées techniques. Moi, j'ai eu le bac E, ben, on n'était pas nombreux, on n'avait que 4 lycées au Sénégal à l'époque. C'est en 1995. Alors, depuis lors, en tout cas, je n'ai pas connaissance de beaucoup de lycées techniques. Donc, il faut des lycées industriels, il faut des lycées donc, dans le domaine de la gestion, de la santé, des loisirs. Autrement dit, un enseignement-apprentissage qui est en corrélation avec les défis du moment, c'est ça? Tout à fait, c'est d'ailleurs exactement cela. D'ailleurs, j'en parle aussi donc dans un autre point par rapport à la planification stratégique. Mais au-delà de la planification structurelle qu'il faudra faire, pour avoir des informations sûres, pour pouvoir programmer cette création d'universités et de lycées. Il est vrai qu'on a créé des universités et des lycées. Mais il faudrait qu'on ait une visibilité par rapport au secteur d'activité. Donc, en prenant en compte les besoins actuels et à venir. Je prends le cas, aujourd'hui, on a une exploitation pétrolière et gazière. Mais au-delà, en parallèle, il y a des technologies qui sont nées, comme l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, entre autres secteurs. On est encore en retard concernant... Oui, bien sûr, parce que moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, il nous manque de l'expertise. Oui, voilà, moi-même. C'est pourquoi il faut changer les curricula, ne pas tout simplement rester sur la théorie, apprendre les histoires, etc., être évalué tout simplement sur la théorie. Il faut changer tout cela, il faut plus de pratique, oui, plus de manuels. Absolument, équilibrer le nombre de matheux, comme on les appelle, avec le nombre de littéraires. Je n'ai rien contre les séries littéraires. Hein. C'est bon, le nouveau président est un produit de L'. Oui, ça veut dire que c'est très bien. Mais il faut équilibrer parce qu'on produit plus de L, de séries L comme on les appelait, que de scientifiques. Et ça déséquilibre donc, ce qu'on veut par rapport aux besoins donc, de ce pays-là. Besoin d'industrialisation, besoin d'aller davantage dans les sciences, dans le domaine de la recherche scientifique, mais aussi, comme vous l'avez dit tantôt, alors aujourd'hui, ce pays-là, donc le Sénégal, par rapport aux politiques qui sont édictées, même dans le programme du nouveau président, oui, il faut effectivement permettre à notre jeunesse, à notre petite enfance, parce que, comme on dit, la guerre est suffisamment sérieuse pour ne pas être laissée qu'aux seules mains des militaires. Moi, je trouve que chaque fois qu'on parle de l'éducation, souvent, on fait appel aux syndicalistes. Oui, c'est normal. Ils font partie des parties prenantes. On fait appel aux enseignants, au corps professoral. Mais au-delà, il faut des ingénieurs de l'éducation. Alors, il faudra qu'on revienne effectivement sur les curricula, mais depuis la petite enfance. Parce que dans ce livre, j'ai théorisé également quelque chose qui est connu dans certains pays, comme certains pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, par rapport à la petite enfance, par rapport au management des talents, par rapport à la récompense, et tout ça avec les études d'impact des politiques sur la santé, donc démontre que cela permet d'avoir à terme une génération qui est prête pour supporter et porter le développement d'un pays. Parlons d'un secteur
qui vous tient à cœur dans cet ouvrage, c'est le secteur de l'artisanat. Vous venez un peu de l'évoquer. Vous dites que l'artisanat, au-delà d'un secteur pourvoyeur d'emploi, reste également un tissu social. Pourquoi? Oui, l'artisanat dans notre pays, donc c'est un secteur important. Où il est vrai que peut-être ce n'est pas le principal secteur pourvoyeur de ressources financières, mais quand même pourvoyeur d'emploi. Donc, et qui reste un secteur qui crée une cohésion, donc un lien social. Mais aussi qui peut servir de tremplin, comme je l'ai évoqué tantôt, pour certains domaines, comme la modernisation des daara, mais surtout la professionnalisation des daara. Alors, le secteur artisanal, c'est plus de 100 métiers différents. Alors, quelque part aussi dans ce livre, en traitant un peu de la question du développement économique, mais bien entendu, il faut faire appel à ce qu'on appelle l'incubation et l'accélération. Alors, pourquoi ces deux? Parce qu'aujourd'hui, le secteur artisanal, je prends un peu quelques exemples, si on voit ce qui se passe à Ngaye Mékhé, alors, ou dans d'autres domaines avec les tailleurs, qui, si je ne me trompe même, représentent une bonne partie des artisans. Alors, ces secteurs-là ont besoin de ce qu'on appelle de l'accélération, au-delà même de l'incubation. Parce qu'on a tendance dans nos pays à faire ou à essayer à faire de l'incubation. L'incubation, c'est pour les jeunes pousses, les nouvelles entreprises. Oui, c'est pas mal, il faut le faire. Mais au-delà, ceux qui sont là, par exemple, comme les tailleurs, aujourd'hui, nos tailleurs devraient pouvoir exporter à l'étranger. Ils devraient pouvoir avoir donc des produits aux normes. Et la même chose pour ceux qui sont en Ngaye et dans d'autres domaines de l'artisanat, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des services, entre autres domaines de l'artisanat. Donc, dans ce livre-là, moi j'ai plus mis le curseur et l'accent sur l'accélération. Et l'accélération, bon, il y en a des accélérateurs dans le monde. Ce sont des entreprises qui viennent accompagner certains secteurs ou certaines entreprises pour en faire vraiment de grandes entreprises qui pourront exporter. Et ça aussi... Des entrepreneurs aussi. Oui, des entrepreneurs, oui, là, il faudra carrément, au-delà de l'accélération, aussi faire de l'incubation. Alors, aujourd'hui, les jeunes pousses, comme je les appelle, dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines technologiques, dans le domaine de l'artisanat, dans tous les domaines, l'art, oui, il faut que ces derniers soient incubés. Et ça nécessite aussi une bonne organisation. Parce que dans notre pays, oui, il existe des institutions de financement. Mais le problème réside dans l'approche, c'est-à-dire l'accompagnement qu'il faut pour ces entrepreneurs. Parce qu'il ne suffit pas de les financer. Et souvent, on les finance seulement. C'est pour ça que souvent, dans ce livre, je suis revenu sur cette approche qui voudrait qu'on ne vienne pas seulement à bout des problèmes, mais aussi qu'on vienne à bout des causes profondes de nos problèmes. Parce que quand vous réglez les problèmes, je donne souvent l'exemple d'une infection, quelqu'un qui a une infection quelconque par une bactérie quelconque, et qui a des maux de tête, et qu'on ne traite que les maux de tête. Oui, dès qu'on arrête à lui donner des médicaments, oui, l'infection revient parce qu'on n'est pas venu à bout donc, de cette bactérie ou de ces microbes qui sont à l'origine de l'infection. Alors pareil, dans notre approche, dans nos pays, oui, il faut qu'on change de paradigme, et le changement de paradigme voudrait qu'au-delà de régler les problèmes, qu'on règle les causes profondes. Donc, où la nécessité de corriger notre approche par rapport au financement des femmes et des jeunes. Et qui voudrait qu'au-delà du financement, qu'on ait une approche qui consiste à les accompagner, c'est-à-dire au-delà du financement, de les former, mais que ce soit bien pensé, parce que toutes ces entités existent, mais il y a une nécessité peut-être de réorganiser ces entités et ces organisations. Une nécessité de réorganiser peut-être notre secteur, celui de la pêche. On a vu un peu durant la campagne électorale, beaucoup de candidats ont allé signer des contrats avec les pêcheurs. Vous dites et vous écrivez dans votre ouvrage que le secteur de la pêche est l'une des missions ou l'un des facteurs pourvoyeurs de richesse au Sénégal, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Beaucoup demandent la renégociation des accords de pêche. Quel est votre avis un peu sur ce sujet clivant et aujourd'hui qui est d'actualité? Oui, c'est un sujet d'actualité très important. Je pense qu'il y a eu des associations dans le domaine de la pêche qui ont invité beaucoup de candidats à signer des conventions ou en tout cas des engagements. Mais au-delà, il faudrait effectivement, moi je suis de ceux qui prônent l'approche scientifique plutôt que l'ultra-crépidarianisme. C'est-à-dire du wax sa khalat en wolof, en termes simples, il faut l'éviter. Alors, à mon sens, il y a des approches bien pensées. Et dans certains domaines,
il y a des tentatives de normalisation. Et c'est le cas dans le domaine de la pêche. Il y a ce qu'on appelle la FITI, les standards de la FITI, donc Fisheries Transparency International, si je ne me trompe. Donc, il faudrait que le Sénégal s'approprie ces standards-là avec une douzaine d'exigences. D'autre part, il faudrait qu'on réorganise le secteur de la pêche avec une forte volonté de moderniser une partie de la pêche artisanale. Moi, je viens de Rufisque. Et des localités comme Rufisque, comme Saint-Louis, comme Bourg, comme Kayar, on se rend compte que oui, aujourd'hui, avec le phénomène Barça-Barzac, la plupart des pêcheurs s'orientent vers la migration, l'immigration clandestine. Cette année construit l'image la plus achevée. Voilà. Alors, nos États doivent avoir des programmes dans ces domaines-là. Des programmes qui permettraient, dans le moyen et le long terme, non seulement de former l'environnement des pêcheurs. Je ne parle pas du pêcheur lui-même, mais il a des enfants, il a son environnement direct. De leur donner des bourses dans des secteurs qui leur permettraient de monter des projets, mais aussi d'avoir sur toute la façade atlantique et sur nos cours d'eau, parce que nous avons 600 km sur la façade atlantique. Alors ça, on devrait le valoriser dans tous les secteurs, que ce soit le tourisme, la pêche, avec des chantiers navals, donc à dimension acceptable, pour pouvoir fabriquer, au-delà de ce que nous avons connu comme pirogues, donc d'autres pirogues, mais aussi conjuguer tout ça avec l'aquaculture. Parce que comme dans le domaine de l'élevage, oui, avec l'augmentation de la population, mais il ne suffira plus d'aller seulement faire, du moins pêcher pour avoir du poisson, mais il faut faire de l'aquaculture multitrophique intégrée. Bon, ce n'est pas seulement de la théorie, le Sénégal a déjà une agence nationale de l'aquaculture, mais au-delà, il faut faire de la conchiculture, de la rizipisciculture dans la vallée. Il faut faire de l'aquaponie, c'est-à-dire utiliser nos cours d'eau, les exploiter convenablement, donc pour pouvoir avoir aussi de la production aquacole. Alors, à mon avis, donc, pour la pêche, il ne suffit pas seulement de signer quelques conventions, mais il suffit d'appliquer, comme je l'ai dit, et d'internaliser tout ce qu'il y a comme standard de la FITI, mais aussi d'avoir des programmes qui répondent et qui viennent à bout des problèmes connus pour un développement durable et responsable, au-delà de tout ce que nous connaissons et qui est traité dans les médias, comme le repos biologique, la surveillance de nos... C'est important parce qu'on parle un peu, le président en a parlé, des prête-noms, les pêcheurs eux-mêmes ont exprimer leur cri du cœur. Il y a beaucoup de prête-noms, des navires étrangers, mais qui n'appartiendraient pas sur le papier à des étrangers, à des Sénégalais. Tout cela participe à la protection de ce qu'on nomme l'économie bleue, par exemple. Oui, d'ailleurs, dans le livre, je l'ai qualifié comme tel exactement, l'économie bleue, qui effectivement, comme son nom l'indique, est capitale pour un pays comme le nôtre, avec autant de cours d'eau, d'océans, de façades atlantiques. Oui. Aujourd'hui, c'est connu, hein, parce que quand on cherche les causes profondes des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, il y a des bateaux qui battent pavillon sénégalais, mais qui réellement n'appartiennent pas à des Sénégalais. Parce que derrière, il y a des prête-noms. Et si j'ai bien écouté son discours, et vraiment, on a applaudi des deux mains. Parce que dans le livre, j'ai traité également la même question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des étrangers, comme on les appelle. Ce n'est pas qu'on forme nos portes aux étrangers, mais quand même, il faut un peu de transparence. D'ailleurs, en parlant de la FITI, des standards de la FITI, ces questions sont traitées. Et qu'aujourd'hui, il faut réévaluer, à mon sens, tous les accords de pêche. Alors, aujourd'hui, il faudrait effectivement qu'on s'assure réellement que derrière ces bateaux battant pavillon sénégalais, est-ce que réellement c'est des Sénégalais qui sont derrière? Et dans le livre, j'ai parlé du renseignement éthique. Effectivement, moi, je n'ai pas connu un pays qui s'est développé sans service de renseignement. Oui, on en a, mais il faut qu'on renforce aussi nos services de renseignement. L'espionnage, hein, oui, on n'est pas dans la religion, on est dans la gouvernance. Oui, il faut en partie espionner pour effectivement, pour le bien, pour l'intérêt supérieur de la nation, pour savoir qui est derrière ces bateaux battant pavillon sénégalais, et qui est là à exploiter nos océans. Et par ailleurs, dans les programmes que j'ai évoqués, qu'on puisse disposer de bateaux-usines dans certains cas, avec le respect de certaines normes, pour pouvoir nous-mêmes, plutôt que d'exporter le poisson directement, mais qu'il soit transformé avant de l'exporter, s'il respecte les standards de certains pays, oui, ces produits seront consommés à l'étranger. Donc, et ça, je pense que le Sénégal, quand même, a les moyens de le faire. Parce que, quand même, nous ne sommes pas un petit pays, hein, même si nous n'avons pas encore atteint le niveau que nous avons voulu. Mais le Sénégal pourra disposer de quelques bateaux battant pavillon sénégalais et réellement sénégalais, oui, pour pouvoir avoir des bateaux-usines, pour pouvoir s'assurer que derrière ces bateaux battant pavillon sénégalais, ce sont vraiment des entreprises ou des GIE donc, de Sénégalais,
encore pour l'intérêt en tout cas de ce pays, mais aussi pour son développement. Vous écrivez dans cet ouvrage, ne vaut-il pas mieux un nombre raisonnable de candidats choisis avec minutie, témoignant de l'importance que nous accordons à cette très haute responsabilité plutôt qu'une multitude d'ambitions éphémères qui s'effacent aussitôt. Ça, une corrélation avec la rationalisation des partis politiques. Vous l'écrivez avant que le nouveau président en parle dans son adresse à la nation. Aujourd'hui, c'est une urgence, la rationalisation des partis politiques au Sénégal. On en a, je pense, plus de 300, 349 si les chiffres sont bons. Oui, une question très importante. Alors, moi, cette question-là, oui, j'ai parlé surtout des candidatures. Oui, oui. Oui, les candidatures 260... Qui proviennent des partis politiques. Indirectement. Oui, il y a beaucoup de candidats. Alors, les partis politiques, là où peut-être avec le président, il faudra effectivement dans son approche qu'il y ait une vraie approche participative. Parce qu'il ne faut pas aussi, comme je l'ai dit tantôt, la guerre est suffisamment sérieuse pour ne pas être laissée qu'aux seules mains des militaires. Tous ces grands partis aussi ont été à un moment jeûnés, y compris son parti. Donc c'est là où je suis tout à fait d'accord dans son discours, mais avec son discours. Mais si en 2014, un parti aujourd'hui en 2024 peut-être gagne les élections, mais il ne faut pas qu'on sous-estime aussi les partis qui sont là. Moi, je pense que la démocratie et la liberté voudraient qu'on laisse tout un chacun avoir le droit de créer un parti. Maintenant, il ne faut pas supprimer les partis, il faut mettre des exigences en parallèle. Et dire que si vous ne respectez pas telle ou telle exigence au bout d'un certain nombre de temps, oui, ce parti, il faut le supprimer. Mais moi, j'ai vu qu'il y a des partis qui ont déposé parfois des demandes d'immatriculation. C'est comme quelqu'un qui dépose une création d'entreprise, on dit que oui, votre entreprise ne va pas prospérer. Non, ça, c'est quand même démotivé et même aller au-delà de la liberté des uns et des autres. Donc, à mon sens, oui, ce n'est pas lui. C'est que les grands partis qui sont derrière, il ne faut pas qu'on nous pousse à dire qu'on doit avoir que 2 partis. Nous, on copie tellement les Occidentaux, et c'est pour ça qu'on a échoué dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas parce que, oui, je sais qu'aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de partis. Mais ce n'est pas pour autant qu'au Sénégal, on ne devrait pas avoir beaucoup de partis. Le multipartisme a été bénéfique pour le Sénégal. Mais, pour le nombre de candidatures, oui, il faut mettre en place des mécanismes bien pensés, une idéation de ce que devrait être un parti politique et ne pas aller trop vite en besogne. Moi, c'est juste d'optimiser le processus électoral d'abord. Pour moi, c'est la priorité. Mais au-delà, oui, le nombre de partis. Mais le nombre de partis, si tous les partis respectent ces exigences, on aura des partis. Donc, c'est comme les entreprises. C'est comme quelqu'un qui nous dirait, mais si on laisse les entreprises qui ont le monopole aujourd'hui, elles vont dire, oui, ben, nous, on a une qualité de service telle qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Alors qu'effectivement, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. En tout cas, sur cette question, je suis d'accord qu'il faut optimiser, mais je serais plus d'avis, en tout cas, et je pense que c'est ce qu'il a dit, qu'il faut des concertations, il faut des assises, et il faut écouter tout le monde, parce que quand on fait du brainstorming, ce n'est pas forcément celui qui est le plus grand qui donne la meilleure idée. Donc, il faut qu'on écoute, même les partis qui sont nés aujourd'hui, qu'on écoute tout le monde. Parce que tout le monde a de l'ambition. Et il n'est pas interdit d'avoir de l'ambition. Mais c'est juste d'être à la hauteur de son ambition. Donc, pour la réduction du nombre de partis, en tout cas, je serais plus pour un ensemble d'exigences, entre guillemets une norme, si on peut l'appeler ainsi, pour dire que si vous ne respectez pas ça et ça, au bout d'un certain temps, oui, vous n'êtes pas un parti. Parce qu'à la création, le parti, il est très jeune. Il n'a pas beaucoup de membres. Mais si les dirigeants du parti travaillent bien, oui, dans le temps, peut-être ils vont mailler tout le territoire national. Mais si on dit qu'il faut laisser seulement ceux qui ont aujourd'hui maillé le territoire national, ça quand même, ce serait la première étape, en tout cas, de décision qui serait un peu en porte-à-faux avec, à mon humble avis, les règles démocratiques. Allez, on finit avec, parce qu'il nous reste peu de minutes, avec le concept de la sénégalité. Ça fait quoi? Aujourd'hui, c'est un autre débat qui est d'actualité, avec un mouvement national sénégalais qui existerait au Sénégal. Parler de la sénégalité, est-ce que ce ne sont pas des concepts qui font peur? Non, du tout, à mon avis. En tout cas, le concept que j'ai évoqué entre guillemets dans le livre, c'est un concept pour recentrer l'ensemble des Sénégalais sur ce qu'on appelle un peuple. Donc, je fais appel surtout à ce qu'on appelle la psychologie de l'identité. C'est-à-dire que nous sommes une unité groupale. C'est-à-dire que nous sommes un peuple, comme on l'a dit dans la devise du Sénégal. Un peuple, un but, une foi. C'est l'idée de dire aux Sénégalais. D'ailleurs, c'est le contraire que j'ai voulu dire, en tout cas, en disant que, à un moment, j'ai vu que l'ethnicisme prenait un peu le pas sur cette identité, sur cette unité groupale que nous sommes. Certains commençaient à dire, oui, moi je suis Peul, il faut que le Fouta vote pour moi. Moi je suis Sérère, il faut que le Sérère vote pour moi. Je suis Diola, je suis Ndiago. Non. Il faut que les Sénégalais votent pour un Sénégalais.
Alors, c'est pour ça que je dis il faut, ça je l'ai écrit comme vous l'avez dit, en 2023, ce livre-là. Bon, on l'a publié en début 2024. Mais c'est juste pour attirer l'attention, c'était pour attirer l'attention aussi bien des candidats que des citoyens sur l'importance de rester une unité groupale, c'est-à-dire un seul peuple. Mais pas dire que oui, il ne faut pas que les étrangers viennent chez nous. Non, bien entendu, il faut qu'on ouvre nos frontières, il faut mais selon des règles, bien entendu, que des personnes pourront s'établir dans ce pays. Mais par ailleurs, qu'on sente qu'il y a aussi des personnalités telles que le président de la République. Aujourd'hui, le président Diomaye, qu'on le veuille ou non, ça devrait être un modèle, s'il travaille bien, pour les générations à venir. Ouais. Ils voudront être comme lui, être nés au Sénégal, avoir fait ses études au Sénégal, briguer le suffrage des Sénégalais, diriger ce pays, et on le lui souhaite. On prie même pour qu'il réussisse, c'est-à-dire relever tous les défis qu'on a donc évoqués dans ce livre. Président ou présidente 3.0, condensé d'orientation claire et réaliste pour le Sénégal 3.0, ouvrage écrit par El Hadji Amadou Samba qui était l'invité de notre émission. Merci beaucoup pour ces échanges. Oui, c'est moi qui vous remercie et qui remercie tous ceux qui nous suivent à ITV. Merci également à la noblesse anodine, toute la partie technique qui nous a permis un peu de réaliser cette émission. Rendez-vous pour un autre espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.